souvenez de quelque chose, un petit détail. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de BD d'horreur typiquement marvelienne et d'un album des 4 Fantastiques très intéressant à analyser, sinon j'en parlerai pas dans cette vidéo. Bah ouais, c'est logique, hein. Allez, envoyez le bousin. Hautain et portant beau, comme tout quadra qui se respecte, j'ai mis une main fébrile sur cet album datant de juin 2018, appelé Marvel Comics, la collection de références consacrée aux histoires d'horreur publiées par la Maison des Idées dans les années 70. Il regroupe des grands noms comme Roy Thomas, Jill Kane, Jerry Conway, Jane Collan, Steve Gerber, Len Wein et j'en passe. C'est l'occasion de lire les toutes premières aventures de Dracula, du loup-garou, mais aussi des personnages créés par Marvel comme le Ghost Rider ou Damon Hellstrom, le fils de Satan. C'est de la merde mélangée comme ça. Cet album est une compilation du retour en force de l'horreur dans les comics américains qui avait failli disparaître après 1955 quand le Comics Code Authority avait commencé à interdire les BD avec les monstres traditionnels de la littérature d'horreur comme les vampires, loups-garous et zombies. Et là, galopin que vous êtes, vous allez me demander c'est quoi le Comics Code Authority? Eh bien c'est une organisation d'autorégulation au sein des éditeurs de BD américaines qui veillait à appliquer dans les comics une sorte de code de bonne conduite. Pas de violence, pas de nudité. Bref, que du chiant, et encore je vous le dis, avec une certaine retenue dans l'élégance du verbe. C'est de la merde. Quand on pense que tout ça, ça a été la faute à un crapoteau universitaire grisonnant de psychiatre, Frédéric Werzan, Pronunciation is a bitch. qui en 1954 avait écrit un livre, Seduction of the Innocent, où il dénonçait la violence et le gore présents dans les comics de cette époque. Selon ce psychiatre, les comics avaient une mauvaise influence sur les enfants. Il n'avait pas tort, regardez, il y en a même qui consacrent des chaînes YouTube aux comics. C'est diablement cocasse ce que tu nous racontes là. Mais fort heureusement, en 1971, le règlement du Comics Code est amendé et on autorise à nouveau les vampires et autres créatures de la nuit lorsqu'ils sont traités dans la tradition des œuvres littéraires de haute qualité. Marvel saisit l'opportunité pour proposer des histoires d'horreur et d'épouvante. Et la Maison des Idées va vraiment se lâcher en publiant toutes sortes de magazines, souvent en noir et blanc, qui visent un public d'abord plus âgé, dans un format qui permet à Marvel d'échapper à la censure du Comics Code Authority. C'est par exemple les Savage Tales en mai 1971, ou le Dracula Lives en juin 1973, The Hound of Horror en 1973, sans oublier Monster Unleasher en juillet 73, Tale of the Zombie en août, ou Vampire Tales le même mois, un premier numéro au passage qui dévoile l'histoire de Morbius le vampire vivant, pour ceux qui le connaissent. Mais les comics pour adolescents sont également touchés par ce nouveau souffle, et cela de façon assez habile, comme nous allons le voir. Ainsi, cette compile, on dit une compile, ça fait jeune, nous propose les histoires les plus macabres de l'époque, et je m'en vais vous les montrer de mes doigts terriblement sexy. Les deux premières histoires de l'album sont tirées du Ghost Rider 1 et 2, datant de septembre et octobre 1973. Le motard fantôme, comme on l'appelle dans la langue de Jean-Pierre Mariel, obtient donc son propre comics en cette belle année 1973, mais il était apparu pour la première fois en août 1972 dans le Marvel Spotlight numéro 5, dont je possède le poster, mais dont le contenu est interdit d'affichage à la maison par ma femme. Ah, les joies de la vie conjugale. Pour en revenir à cette histoire d'octobre 1973, le Ghost Rider est capturé par Satan, mais la dernière image fait intervenir un personnage créé par la Maison des Idées, qui n'est autre que Damon Hellstrom, le fils de Satan. Et là, coup de tonnerre, cet album nous présente la suite avec le Marvel Spotlight 12, datant d'octobre 1973, où le fils de Satan vient au secours du Ghost Rider, non pas par bonté, mais parce qu'il adore faire criser son paternel. La quatrième histoire de cet album est tirée de l'Amazing Spider-Man 101, datant d'octobre 1971, épisode que les Français ont pu lire chez Lug dans l'album de l'araignée appelé La Nuit du Lézard, datant de janvier 1978, où on voit les premiers pas de Morbius le vampire. J'ai comparé la version de Lug et la version originale, et les éditions lyonnaises n'ont supprimé que 6 cases, ce qui est peu pour une fois, vous en conviendrez. Après l'amendement du Comics Code Authority, Roy Thomas et Jill Kane s'engouffrent dans la brèche pour créer Morbius le vampire vivant. Les auteurs trouvent une explication scientifique et pas surnaturel à son besoin de sang. Et là, les auteurs de Marvel baisent un peu la censure puisque ce n'est pas surnaturel. Tu voulais dire biaise? Non, ils la baisent. On va encore se faire engueuler parce qu'on dit des vulgarités, hein. Non mais enchaînez les blaireaux là.
La 5e histoire est tirée du Savage Tale numéro 1 datant de mai 1971. Au départ, Savage Tale est un magazine pour public adulte. Le premier est consacré à Conan the Barbarian. Le cas de ce magazine est intéressant car il faut attendre 2 ans entre le premier et le second numéro qui ensuite deviendra le fer de lance de Conan. Non mais on s'en fout, man. Mais Savage Tale offre l'opportunité à Roy Thomas et Jerry Conway d'imaginer l'homme-chose. Il s'agit du 3e principal héros horrifique de la Maison des Idées. Ce monstre végétal errant dans les marais est dessiné en noir et blanc par Gray Morrow et c'est assez classe, il faut bien le dire. Puis il apparaît ensuite dans le magazine Adventure into Fear numéro 10 en octobre 1972 avant d'obtenir sa propre série Man Things en janvier 1974. Et c'est d'ailleurs Morbius qui prendra la place de Man Things dans le sommaire de Adventure into Fear à partir du numéro 20. Ce qui m'épate avec toi, zombie, c'est que tu vas toujours au bout de ta recherche. Ah bah ouais, j'ai bien bossé, et les gens s'en rendent compte. Ouais, c'est pas pour ça que t'auras plus d'abonnés, Ouais, c'est vrai. Poursuivons le fil de notre lecture avec la première aventure du loup-garou dans les pages de Marvel Spotlight numéro 2 en février 1972, soit 4 mois après Morbius. Roy Thomas et Jerry Conway s'inspirent des grands classiques du cinéma d'horreur. On est loin du Jack Russell contrôlant sa bestialité dans cette première aventure, car il subit sa malédiction sans pouvoir y faire grand chose. Puis l'album nous présente les premières aventures marveliennes de Dracula qui apparaît 2 mois après le loup-garou en avril 1972 dans les pages de Tomb of Dracula. Jen Collan signe sous le pseudonyme d'Adam Austin pour la petite histoire, mais ça, je sens que vous en foutez, c'est pas vrai? Ouais, un peu quand même, hein. Avec Jerry Conway, il réinvente le célèbre vampire de Bram Stoker. Puis 9 mois plus tard, en janvier 1973, et bon sang qu'est-ce que j'aime cette date, elle est super importante pour moi, Gary Friedrich et Mick Plug adaptent Frankenstein, le roman de Mary Shelley, datant de 1818, dans une mini-série de 4 épisodes, dont cet album nous montre le premier sous le titre de Monster of Frankenstein. L'empreinte romantique souffle sur les dessins, et moi j'aime bien. 7 mois plus tard, en août 1973, c'est au tour de la momie vivante de rejoindre les rangs des monstres de chez Marvel, toujours inspirés par les classiques du cinéma d'horreur. Steve Gerber et Rick Buckler ressuscitent le cadavre égyptien recouvert de bandelettes dans Supernatural Thrillers numéro 5. Enfin, en septembre 1973, Frère Vaudou apparaît dans Strange Tales 169. Il est l'un des derniers personnages du genre horrifique. Il affronte des zombies, et comme ces derniers n'appartiennent pas au répertoire des monstres classiques de la littérature, ils sont théoriquement interdits par le Comics Code Authority. Mais Marvel va utiliser le terme de vaudou pour contourner le Comics Code, et c'est passé crème sans que personne ne fasse une attaque. Ainsi, je vous recommande chaudement cet album si vous aimez les histoires d'horreur à la sauce Marvel, d'autant qu'il réunit les toutes premières aventures des personnages du genre horrifique et ça donne une bonne idée de ce que l'on va lire avant d'investir dans un omnibus qui coûte souvent la peau des fesses. Alors que ma mémoire s'étiole dans la splendeur feutrée du jour qui se meurt sur la campagne berrichonne, j'aimerais évoquer une suave anecdote nimbée d'une frêle tendresse poétique venant de mes souvenirs d'enfance concernant un album des 4 Fantastiques dont la couverture splendide avait grandement influencé mon choix d'investir, le micro-monde de Fatalis. Regardez comme elle est belle, loin des couvertures accroche-con et branle-minus. Bien qu'il soit difficile de le déterminer avec exactitude, je pense que l'un des tout premiers albums des 4 Fantastiques que j'ai pu lire est cet album durant l'année 1984 ou 85. En fait, je l'ai trouvé chez un vendeur de vieux livres sur le marché de ma ville, avec le Maître de la haine et la machination de Fatalis. Là aussi, on avait des couvertures très attirantes, désespérément belles, élégantes et racées, veuillez rayer la mention inutile. Dans mes souvenirs, il me semble quand même que le 26e album des Fantastiques est bel et bien le premier que j'ai lu. Il datait d'octobre 1981 pour sa sortie française, et les éditions Lug diffusaient à l'intérieur les Fantastic Four numéro 16 et 17, datant de juillet et août 1963, réalisés par Stan Lee et Jack Kirby, dont le titre original était The Microworld of Doctor Doom. Pronunciation is a bitch. L'histoire me surprit beaucoup à l'époque, elle ne correspondait pas exactement à l'ambiance qu'il y avait dans les dessins animés que je regardais à la télé. Là, il était question de micro-monde, concept qui me paraissait assez bizarre à l'époque, ou du moins qui me demandait une certaine forme d'acceptation devant une telle éventualité. Tour à tour, les 4 Fantastiques sont réduits à une taille minuscule avant de retrouver leur forme normale. Pour le bon vieux Reed... Ça ?
Reed Richards, il est clair qu'il faut demander de l'aide à Ant-Man, le spécialiste de la miniaturisation. Purée, moi je ne le connaissais pas du tout cet Ant-Man à l'époque. En fait, je l'avais vu sur la couverture du Strange 155, datant de novembre 1982, mais je n'avais jamais lu l'histoire où il apparaissait dans l'épisode d'Iron Man, car moi je voulais voir Iron Man et pas un type qui chevauche une fourmi. Et c'est donc grâce à cet album des 4 Fantastiques que j'ai enfin lu le Strange 155 pour en apprendre plus sur cet Ant-Man. Bref, pour en revenir à l'histoire des 4 Fantastiques, Hank Pym apprend grâce à l'une de ses fourmis les incidents du Baxter Building. Ça m'avait un peu perturbé. Une fourmi qui parle et qui contacte Ant-Man, ça me paraissait bizarre quand même, hein. Et moi j'aime pas les trucs bizarres. Passons. Ant-Man se rend au QG des Fantastiques et finalement il donne un sérum à l'équipe qui leur permettra de retrouver leur taille normale si jamais ça venait à se reproduire. Et puis hop, on n'en parle plus et on passe à autre chose avec Reed Richards qui teste un nouvel antidote pour redonner à la chose une apparence humaine. Parce que c'est vrai qu'avec l'horreur indicible de ces traits grotesques, on avait de quoi interdire Fantasque, hein? Bande de cons! C'est de la merde. Et hop là, sans raison, en une case, nouveau coup de théâtre puisqu'on entend une voix venue de nulle part qui avertit l'équipe en disant qu'il faut se méfier de Fatalis, dont la veulerie fangeuse et ses intentions malfaisantes ne sont plus à démontrer. Comme la dernière fois que les 4 Fantastiques ont vu Fatalis, celui-ci était devenu microscopique, et ben Reed Richards se dit que ça serait une bonne idée de rétrécir à nouveau pour tenter de trouver la piste de Fatalis. Les mecs, ils ont que ça à faire. Et hop, au lieu de rester assis sur leurs testicules taris, ils se réduisent à l'état microscopique avec le sérum de Ant-Man et en avant Guingamp pour de nouvelles aventures palpitantes dans un monde microscopique à la recherche du criminel qu'ils suspectent d'être à l'origine des derniers événements. La suite, eh ben vous le devinez aisément, ils arrivent dans le micro-monde où Fatalis, glapissant de haine et suintant d'inintelligence morbide, a pris le pouvoir. Capture du groupe, délivrance, baston général, arrivée de Ant-Man dans le micro-monde, tout se finit avec une fuite minable de Fatalis qui retourne dans son monde, traqué par les Fantastiques et Ant-Man qui espère bien le mettre marave. Revenons sur le contexte de l'époque. En 1963, nous sommes au début de la belle aventure Marvel. Si les aventures de Spider-Man nous offrent des récits assez matures sur le plan scénaristique, il existe aussi des séries secondaires moins travaillées et parfois trop clichés, avec des personnages bancals comme ces bons vieux balourds de Thor ou l'invincible Iron Man, spécialisé dans la traque des cocos. Et quand on y regarde de très près, ce sont vraiment les aventures des 4 Fantastiques qui forment le cœur ou la base de l'univers naissant de Marvel. Car si on y réfléchit bien, c'est dans cette série que sont apparus les premiers crossovers dont on peut dater le premier dans le Fantastic Four numéro 12 avec le personnage de Hulk. L'objectif du crossover était de faire connaître le personnage à un plus large public. C'est aussi dans la saga des 4 Fantastiques qu'apparaissent les premiers super-vilains de classe mondiale comme Fatalis. Et puis c'est également dans cette saga que vont apparaître un nombre incroyable de concepts dont le principe du micro-vert dont parle cette aventure. Justement, dans cette histoire, sans faire dans la verve épique, on a tous les ingrédients cités précédemment. On a du crossover avec la première apparition d'Ant-Man, hors de sa série régulière, c'est également le retour du plus terrible des super-vilains, le méchant Fatalis, et surtout, c'est la première apparition d'un nouveau concept, le micro-vert. Il est évident que l'apparition d'Ant-Man dans cet épisode a la même vocation que celle du crossover avec Hulk dans le Fantastic Four numéro 12. Les deux auteurs voulaient faire connaître le personnage à un plus large public. On y voit aussi le personnage de la guêpe, tout juste apparu le mois précédent dans Tale to Astonish numéro 44. Et même dans cette aventure des Fantastiques, on nous fait comprendre que Pym et Janet sont désormais indissociables. Après, il faut relativiser, car la pauvre guêpe joue dans cet épisode un rôle de figuration, et ce n'est vraiment que dans The Avenger, en septembre 1963, qu'elle aura un rôle à part entière. Peu importe, il est certain qu'avec ces crossovers et la répercussion de certains événements d'une série à l'autre, les auteurs veulent vraiment créer une continuité de plus en plus solide dans cet univers naissant. Un autre point positif est que cet épisode développe un peu plus les personnages et notamment la relation entre la chose et Alicia. La série est en train de monter en puissance dans sa construction. Nonobstant pour Fatalis, on peut être déçu dans cette aventure, car comme un thon à l'huile au milieu d'une salade niçoise, il joue un rôle de méchant classique et non pas de génie du mal qu'on connaîtra par la suite. Sans être transparent d'insignifiance, il est mal utilisé. Il n'est qu'un prétexte pour l'affrontement, mais pas un fin stratège ayant manigancé toute l'intrigue. Sa défaite et sa fuite sont véritablement bâclées et ne sont pas à l'image de ce que représente normalement un tel méchant. Bref, pas de bête ignomineuse aux pulsions innommables. En fait, c'est le grand classique. Ah, je reviendrai, ma vengeance sera terrible. De même, je dirais que le concept de micro-monde est mal exploité dans cette aventure, et fait plutôt dans le style leucémique. On n'apprend pas grand chose sur lui. La seule chose positive, c'est que son existence ouvre la porte à d'autres idées, notamment le fait que ce micro-monde n'est qu'une partie d'un vaste micro-vert, dont fait partie le Loir-et-Cher. Mais pourquoi tu dis ça? Je te jure, le Loir-et-Cher, c'est vraiment un autre monde. Ah bon? Ouais. Après, on va pas jouer les fines bouches, cet épisode est très intéressant quand on le relit avec le recul, et quand on connaît l'évolution de l'univers de Marvel. Il fait vraiment partie des fondations de cet univers si riche, et rien que pour ça, c'est agréable à lire. C'est un peu comme quand on regarde évoluer un enfant depuis ses premiers balbutiements vers l'âge adulte. Il y a quelque chose d'attendrissant dans cette histoire du développement, et on peut que s'attendrir devant ce petit enfant de
de Stan Lee et Kirby, Ouais, c'est dégueulasse. en tout début de croissance. N'hésitez pas, relisez-le avec cette idée en tête et vous verrez que cette aventure est intelligente dans son développement et aussi belle qu'un vidangeur asphyxié par un bouquet de roses. Bref, un album qui saura attiser la flamme sacrée de la tendre nostalgie adolescente. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette émission vous aura plu. Mettez un pouce bleu si c'était le cas, et on se retrouve dans 15 jours pour un instant comics dédié au bon Captain Milky Way de John Byrne. Allez, à bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. C'est de la merde.